Bonjour à tous. Lecture politique. Chaque jour, nous analysons les questions politiques et les questions sensibles de la société congolaise avec des spécialistes dans le domaine. C'est comme ça aujourd'hui, nous allons parler spécialement sécurité avec les enlèvements à Kinshasa. Ça ne va plus. Où nous allons? Nous recevons pour vous M. Pascal Ouondje, spécialiste des questions politiques. M. Pascal, bonjour. Bonjour, M. Pierre. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, à Kinshasa aujourd'hui, les enlèvements continuent jusqu'au point que ce matin, en venant ici dans cette émission, j'ai rencontré un cas où une jeune femme serait enlevée par un taximan dans des taxis appelés communément Ketch. Heureusement, sous la vigilance de garde de l'aéroport de Ndolo, cela a été maîtrisé. M. Pascal, lorsque vous analysez ces faits-là, quelle est votre lecture? Bon, ma lecture, c'est que je ne sais plus prendre ça comme simple psychose, généralement, que nous connaissons avant les élections. Pourquoi? Parce que pas longtemps, nous avions assisté. Il y a un procès qui a été organisé. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des affirmations. Il y a eu des condamnés. Aujourd'hui, ils sont dans la prison de Makala. Et donc, pour cette question, je pense que c'est une question à prendre vraiment au sérieux. Et lorsqu'on parle des enlèvements, on ne peut plus prendre ça un peu à la légère. Donc c'est une question vraie que la sécurité, les services de sécurité, que la police, l'armée doivent en toute réalité mettre plus sur l'accent. Mais si j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui par votre invitation sur cette question, c'est après avoir entendu le point de vue du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, du vice-ministre de la Santé, également du porte-parole du gouvernement. Lors du point de presse, devant la presse, ils affirment qu'ils n'ont pas de preuves pour affirmer l'hypothèse selon laquelle, à travers ces enlèvements, il y a une opération d'extraire également les organes pour et les vendre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de preuves et ils disent qu'il s'agit d'une simple psychose, ce n'est pas une vérité. Vous pouvez avoir raison si il n'y a pas eu des affirmations de la part de ceux qui ont été arrêtés et condamnés aujourd'hui. Quand vous prenez les différentes vidéos, vous allez suivre que parmi les arrêtés qui sont condamnés aujourd'hui, il y a ceux qui affirment effectivement que nous opérons de cette manière-là, nous enlevons les gens, et lorsqu'on vous enlève pour l'objectif d'extraire un organe, on va vous tuer cette fois-là, et on vous enterre quelque part. Ce sont eux qui affirment. Alors je me suis dit, mais comment encore chercher la preuve à partir du moment où eux-mêmes, ces brigands-là, ces assassins-là acceptent comme tels? Est-ce que c'est à l'État de protéger les assassins? Est-ce que c'est à l'État de trouver des arguments pour se justifier autrement? Ou l'objectif, sinon la mission de l'État, c'est de découvrir ce qui se fait exactement, surtout à travers cette opération. Et de mon point de vue, je n'ai pas aimé. Le vice-ministre de la Santé, dans sa technicité, va plus loin pour nous dire qu'ici, nous n'avons pas de laboratoire. Il explique que le cœur, par exemple, a une durée de vie de quelques heures. Le foie et le reste, ainsi de suite. Mais est-ce que lui a vérifié dans toutes ces maisons des Indiens et des autres, il n'y a pas de tel laboratoire? Est-ce qu'il a vérifié? Si on peut venir avec des machines et les installer quelque part, comment lui saura? C'est un argument pertinent. Est-ce qu'on lui a dit que cela s'est fait dans les hôpitaux connus? Si les hôpitaux n'ont pas ces laboratoires, mais cela ne voudrait pas dire que les privés dans leurs maisons n'ont pas ce laboratoire. Connaissant Pierre, comment ces expatriés font entrer des choses, leur matériel, leurs histoires ici, gratuitement, sans contrôle parfois au niveau de la frontière. Mais vous ne savez pas identifier les choses. S'il y a un laboratoire, il n'y en a pas.
s'il n'y a pas un laboratoire, mais comment ils le disent? L'assassin arrêté. Comment ils ont pu affirmer de telles allégations? Pourquoi ne pas creuser d'abord? Parce qu'il est déjà arrêté. Lui poser encore des questions sur la question, sur la problématique, alors si vous voulez, pour que finalement il dise correctement ce qu'il connaît, de manière à comprendre comment cela s'opère exactement, qui est le responsable numéro 1 ici, et ils entrent en contact directement avec qui, et finalement pour que le service soit en mesure de décourager. Alors, M. Pascal, je veux bien que les téléspectateurs nous écoutent bien. Oui. Ça veut dire des gens qui sont, on dit aujourd'hui des présumés ou des condamnés, les gens qui enlèvent les gens, ceux-là qui enlèvent les gens, disent publiquement par des vidéos que c'est eux qui font cette opération, qui tuent les gens, qui enlèvent certaines parties des corps humains pour le vendre. Mais nous avons des autorités, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Communication, même les vice-ministres de la Santé qui semblent minimiser cette affaire. Est-ce que peut-on parler d'une certaine complicité ou d'une lâcheté là? Je sais que le ministre ne peut donner un point de vue qu'après avoir eu les avis également des services et de sécurité sur la question. Mais s'il n'avait pas les avis des services de sécurité, il pouvait se taire et ne pas donner un point de vue. C'est autant avec le ministre de la Santé. Pourquoi? Parce que ces criminels eux-mêmes ont avoué. Je ne sais pas si nous aurons cette vidéo ici. Ces criminels eux-mêmes ont avoué que lors de ces opérations d'enlèvement, il nous arrive aussi d'extraire les organes humains. Mais même alors, Pierre, quand vous regardez parmi ces criminels, regardez la folie d'argent, les bottes en dollars. Est-ce qu'on ne peut pas, un pays sérieux ne peut pas se poser la question, comment tu parviens à avoir autant d'argent? Qui vous donne? Est-ce que c'est pas les enlèvements que vous faites et vous enlevez quelqu'un, 2 jours après vous le libérez et on vous fait des liasses comme ça d'argent, de dollars? Non. Donc, je pense de mon point de vue qu'on n'a pas creusé, ils doivent creuser. Les vidéos parlent. Les vidéos sont tangibles, elles sont là. Mais, et le général, et les 2 ministres, 3 ministres alors, ils ont eu une posture qui n'a pas à chanter les Congolais. Et voilà pourquoi nous nous disons que ce n'est pas encore tard. Parce que ces gens sont entre les mains de la justice. Il y a la facilité de les pousser à dévoiler effectivement ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils font souvent. Je ne pense pas que c'est tard. Mais vouloir tout nier, tout rejeter, tout oublier, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne stratégie adoptée par les membres du gouvernement. Alors, c'est dans cette même stratégie, M. Pascal, qu'on a vu un des arrêtés, un de ceux qui sont condamnés, dire qu'il a été arrêté plusieurs fois, mais libéré par un magistrat. Cela va droit à ce que le président disait que sous son mandat, s'il a un regret, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est que du côté justice, on ne l'a pas aidé. C'est du côté justice. Vous savez, avec ces jeunes-là, c'est toute une entreprise structurée. C'est vraiment structuré. Lorsqu'ils sont déjà là, ils savent qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui vont se battre pour qu'ils soient libres. Et lorsqu'on n'aura pas, en tout cas, détecté tous les foyers de ces criminels, en tout cas, on n'aura pas résolu le problème. Parce que ceux qui sont restés, et vous aviez témoigné pas longtemps ici, que le matin aujourd'hui, il y a eu une tentative d'enlèvement. Ça veut dire ceux qui sont restés continuent. Et lorsqu'ils ont vu, même le procès, le déroulement du procès, peut-être qu'ils se sont dit, il n'y a pas à avoir peur là. Il faut continuer. Soutenu surtout par les autorités du pays. Il faut continuer, nous sommes soutenus. Bon, on nous envoie aujourd'hui en prison, 2 jours après, on va tout faire pour que nous sortions. Et nous allons sortir, nous allons continuer. La preuve, c'est qu'ils vous ont eux-mêmes affirmé. Le chef de l'État a raison. Il a raison, nous le disons de temps en temps. La justice aide la nation. La justice élève la nation.
Mais notre justice n'élève pas la nation. Jusqu'ici. On parlait pas longtemps. Heureusement que, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, Matata Pogno répond à l'appel du procureur général près la Cour constitutionnelle, qui hier lui-même était en train de le vilipender, comment il est en complicité avec le président du Sénat. Je ne sais pas comment il va s'en sortir de cette manière-là. Nous disions que on ne pouvait pas tergiverser sur cette question de détournement d'argent de Boukangalonzo. Des millions de dollars. Ça a pris combien de temps? Il faut aller à la Cour constitutionnelle. Non, je ne suis pas compétente. Il faut aller à la Cour de cassation. Non, il faut encore demander la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, il faut aller au Sénat. On a tergiversé comme ça. Mais ce n'est pas la seule affaire. Vous allez vous en souvenir, il y a aussi l'affaire des détournements de millions d'argent sur le contrat chinois. L'IGF a fait des dénonciations. Des millions et des millions de dollars américains. Avec Moïse Kanga qui aurait géré une très grande partie. Qu'est fait aujourd'hui la justice? Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui ouvrir des informations judiciaires? Pourquoi on doit continuer à tergiverser? Est-ce que dans ces conditions, on est le chef de justice? On n'est pas le chef de l'État. Il est vrai aussi que l'État doit mettre les magistrats dans les conditions les meilleures par le paiement. Mais cela, je ne veux pas cautionner. Je ne veux pas dire c'est parce que vous n'êtes pas bien payé, correctement bien payé, que vous devez maintenant vous exercer à la corruption. C'est comme qui dirait, parce que mon papa est pauvre, ma famille est pauvre, et donc je dois aller voler. Si c'est de cette manière, on doit alors encourager ces criminels qui sont arrêtés. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sortent de familles un peu diminuées, ainsi de suite. On ne saura pas les donner raison. Autant que ces criminels n'auront pas raison lorsqu'ils avancent un tel argument, autant que les magistrats également ne peuvent pas avoir raison. S'exercer dans la corruption parce que simplement l'État ne sait pas les prendre en charge normalement. Mais en même temps, nous disons, l'État doit les prendre en charge correctement pour qu'ils aient la politique de leur travail de manière à traquer ce qu'il faut traquer et faire correctement le travail pour l'intérêt de la nation. Alors, M. Pascal, est-ce que quelque part le président de la République lui-même n'est pas une partie du faute? Parce que lorsqu'on voit un magistrat arrêter quelqu'un et le libérer, quelques temps plus tard, la personne reprend les mêmes actions. Nous avons le procureur général qui est le maître des actions publiques, qui reste calme face à ces magistrats. Nous avons le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Mais on a comme l'impression qu'il y a un silence radio. Bon, je ne pense pas que même pour de petits faits, c'est le chef de l'État. Vous aviez parlé de l'organisation de la magistrature. Ils sont structurés. Le conseil est là. Dans le conseil de la magistrature, ils peuvent également lever les options. Mais comment comprendre que juste après la sortie médiatique du chef de l'État, certains responsables de la magistrature ont commencé à prendre des postures. Justement, on va en parler de ça. Ça n'a pas de sens, non? Et donc, c'est maintenant que vous comprenez que vous devez faire ça. Parce que simplement le chef de l'État est intervenu. Depuis tout ce temps, vous ne comprenez rien. Oui, je pense qu'à un certain moment, il faut sanctionner. Mais le chef doit avoir des bons rapports. Mais comme il comprend lui-même que la justice ne fonctionne pas, mais il doit utiliser des méthodes obliques pour qu'il comprenne, qu'il découvre ces magistrats qui se comportent mal. À ce moment-là, il peut proposer des sanctions, sinon lui-même peut les sanctionner. C'est de cette manière-là qu'on peut aider cet appareil. Sinon, à partir du moment où les arrestations deviennent ne font plus peur aux criminels, bon, je vais à Makala, je ferai 2 jours, 3 jours, je serai libre. Mais on n'aura pas construit l'État. La criminalité va continuer. Au regard de tout ce qui se passe par rapport à l'enlèvement, etc., quelle devrait être l'attitude de la population quinoise, principalement? La vigilance. Parce qu'à Kinshasa, le problème, c'est que on peut vous voir en train de vous enlever. Mais les gens observent et passent. Les gens peuvent voir, on est en train de vous attaquer. Et les gens observent et passent. D'autres viennent même filmer.
Mais ils prennent plutôt le temps de filmer. Mais si nous devons changer le comportement, tous rester en alerte, lorsqu'il y a un cas, non seulement que vous allez informer la police, mais vous sensibilisez la population, je crois que nous aurons également à décourager beaucoup de choses. Je pense que la population, au lieu d'avoir peur, c'est plutôt de s'organiser autrement, avec des dénonciations, n'est-ce pas, avec des mobilisations, avec des réorganisations, et contre ces criminels, à chaque fois lorsqu'il y a une opération, et vous criez, lorsque quelqu'un crie, que les autres viennent massivement pour porter secours à celui-là. C'est de cette manière que la population devra se comporter, mais avoir peur simplement, je ne pense pas que ce serait une bonne chose, parce que vous savez, chez nous ici, pour que la police vienne intervenir, on vous aura déjà tué, et la police vient après, 2-3 heures après. Moyen de mobilité, il n'y en a pas. Parfois, ils peuvent venir, bon, je ne sais pas s'il y aura d'armes, on peut avoir une arme, mais sans munitions, et ça pose problème. D'où, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait un autre comportement de la population face à ce fléau. Voilà, M. Pascal, on va parler cette fois-ci de la sortie du chef de l'État avec son porte-parole à RTNC. Échange, questions-réponses. On dit même que ce sont les questions que les auditeurs, les téléspectateurs posent au chef de l'État. Et cette fois-là, il a eu la chance quand même de répondre. Mais beaucoup se sont posé la question, avant qu'on n'ait pas les aspects de son discours, est-ce que le chef de l'État pouvait être face à son porte-parole, qu'on sait que son porte-parole a un peu des limites et par conséquent, il serait un peu complaisant par rapport aux questions, etc. Pourquoi n'a-t-il pas choisi, par exemple, face à la presse pour s'adresser à la nation comme d'habitude? Bon, ce n'est pas un péché, mais simplement en journalisme, je crois que nous devons réfléchir ensemble. Lorsque nous allons dans des cabinets politiques, nous nous dépouillons de notre casquette journalistique parce que déjà, nous avons des partis pris. C'est comme ça que lorsque vous êtes attaché de presse, vous êtes conseiller en communication, vous ne pouvez plus exercer comme journaliste. C'est l'attitude que moi, personnellement, j'avais adoptée. Vous ne pouvez plus présenter le journal. Vous ne pouvez plus présenter l'émission. Vous pouvez donner un point de vue. Mais faire le journalisme actif, encore, ce n'est plus normal parce que vous avez déjà un camp. Je n'ai pas encore vu un attaché de presse ou un conseiller en communication qui reste sur un plateau de télévision avec son ministre ou avec son responsable directement. Moi, c'est la première fois. J'aurais voulu qu'on organise un plateau avec d'autres journalistes. On fait le briefing avec le chef de l'État, bien entendu. Et finalement, il se retrouve sur un plateau de télévision, il pose des questions, le chef de l'État répond. Ça allait être très crédible. Mais vous êtes de l'antichambre du chef, et vous vous retrouvez sur un plateau de télévision, en se faisant vous posez des questions. Non, je pense que ce n'est pas très bien, mais bon, ça a été fait. Est-ce que le contenu a été bien? Bon, je pense que le contenu a été bien, mais je crois que si c'était avec d'autres journalistes, on peut s'entendre sur les thèmes. On peut s'entendre parfois aussi sur les questions. Mais les sous-questions, c'est le flair du journaliste. À travers le point de vue que le chef de l'État donnerait, et lui allait ajuster maintenant ces sous-questions pour éclairer davantage la lanterne de l'opinion. Mais là, ça semble être carré, parce que, bon, je ne peux pas sortir d'ici, je ne peux pas indisposer la chose. Si j'ai posé ça, j'ai risque d'avoir des sanctions administratives, etc. C'est cela que nous estimons, dans le cadre professionnel, que ce n'est pas très bon. Mais ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas très bon. Mais bon, je ne la connais pas trop comme journaliste active, sauf mauvaise appréciation de ma part. Si elle a pris les choses de cette manière, pour finalement rester sur un plateau de télévision avec le chef de l'État. Et la petite question, M. Pascal, avant qu'on ne parle de... Il y a une chose vraie. Oui. Il y a une chose vraie, c'est que
la communication au niveau de la présidence pose toujours problème. C'est justement là que j'en venais. Et moi, je dis souvent, pose problème. Pourquoi? Ce n'est pas au chef de l'État d'intervenir comme il a fait. Ce n'est pas mauvais d'intervenir. Ce que le chef de l'État fait n'est pas connu par le grand public. N'est pas connu pratiquement. Je ne vois pas un bon exercice de communication pour informer l'opinion sur les réalisations du chef de l'État. Mais qui font ceux qui sont à la présidence autour du chef, finalement? Je ne sais pas, mais c'est ça le problème. J'engage le débat avec les amis d'Orientement ici, on crée une dialectique, ils sont du camp opposé, moi je donne des points de vue, on parle de réalisation par exemple du chef de l'État ici dans la ville de Kinshasa. Mais c'est un travail qui serait fait par la cellule de la communication de la présidence. Disposer à la presse toutes les réalisations du chef de l'État à l'intérieur du pays. Vous savez, Pierre, il y a un projet des 145 territoires. Il y a la construction des écoles, la construction des centres de santé. Je peux vous avouer aujourd'hui, pratiquement, dans tous les territoires, ce geste est posé. Chose que nous n'avions pas connue hier. Ah bon? Ah oui, justement. Si ce n'est pas un centre de santé, il y a une école, parfois c'est une école et un centre de santé en même temps. Mais ce n'est pas vulgarisé. C'est étouffé à leur niveau là-bas. Mais comment les gens vont comprendre ce que le chef fait exactement? C'est une défaillance, pratiquement. Et nous approchons des élections. Vous allez faire ce travail quand? À 2 jours des élections. Les gens verront que vous le faites maintenant parce que vous voulez vous défendre. Vous voulez vendre une autre image avant les élections. C'est un travail qui serait fait depuis longtemps. Habituer les gens à ce que réalise, comme travaille le chef de l'État, à éviter certaines attaques. Mais lorsque, regardez par exemple la reconstruction de l'hôpital Mama Yemo, qui en parle en toute réalité? Qui en parle? Passez par là, regardez, vous allez apprécier. Mon université, je parle de mon université parce que c'est là où j'ai passé mon temps. Université de Kinshasa. Université de Kinshasa, allez-y, vous allez apprécier. Le stade de Tata Raphaël ici, délaissé depuis très longtemps. Passez par là, regardez. Alors, mais c'est parce que c'est toute une liste de réalisations. Il y a beaucoup de choses. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Est-ce qu'il n'a pas un système de contrôle pour savoir que le système que j'ai mis à en place travaille? Il avait changé avant. Il y avait Luaka Bwanga qui était là. Et je salue, c'est un frère. Et Eric remplace Luaka Bwanga. Mais pire que ce que nous avions vécu avec Luaka Bwanga. Je peux accepter que Luaka Bwanga reste encore là que ce qui s'est fait aujourd'hui. On fuit de la piscine pour se jeter dans l'océan. Malheureusement, dans ces conditions, je pense de mon point de vue, ce n'est pas... Ajouter à cela la communication désorganisée dans les états-majors des partis politiques. Membre de l'Union sacrée. Manque d'une structuration. Alors, maintenant, dans ces conditions, je pense, Pierre, qu'il faut refaire les choses. Il faut revoir les choses. Ce n'est pas trop tard, mais il faut refaire les choses. Alors, M. Pascal, on tend vers la fin de cette émission. Le fond du discours du chef de l'État ou de ses réponses face à Tina Salama, il a critiqué la justice de son pays. On accuse le chef de l'État souvent de critiquer ses services où c'est lui qui devait donner l'impulsion. Il dit que la justice de son pays ne l'a pas aidé pendant son mandat. Est-ce que ça pouvait sortir du chef de l'État? Parce qu'il a tout le moyen de contrôler et mettre ceux qui ne facilitent pas la tâche. Il doit le dire. Parce que s'il ne le dit pas, c'est comme qu'il cautionne. Il doit le dire. Mais n'oubliez pas qu'il y a en même temps, même s'il est le magistrat suprême. Le magistrat suprême. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la séparation du pouvoir. Il ne faudrait pas qu'il s'ingère partout avec autorité parce qu'il est magistrat suprême. Non. La difficulté ici, c'est aussi le recrutement qui a été fait à son temps. Je ne voudrais pas que cette fois-ci, ce soit la même chose. Où vous sentez hier des recrutements orientés par les politiques. Et dans ces conditions, souvent, c'est les médiocres d'entre nous qui prennent le devant. Les magistrats faibles. Parce que passer par un test, ceux qui ont réussi, on les met à côté. Ceux qui n'ont pas réussi, on les classe parce qu'il est le frère d'eux, ainsi de suite. Et puis bon, il est magistrat. Ça, c'est une réalité sociétale que nous devons
évoqué. Il y a un ami qui m'a contacté dernièrement pour me dire que quand vous prenez la liste des nouveaux magistrats recrutés ici, vous allez vous rendre compte que c'est plus des recommandés de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais ça, c'est grave alors. Mais je dis, je ne peux pas encourager ça. Quelles que soient les conditions, je ne peux pas encourager. Parce que c'est un corps. C'est un corps des compétents, en fait. Un corps des distingués. Sont ceux-là qui doivent, finalement, à travers leurs décisions, aider la nation à se redresser. Mais si, dans ce corps, nous devons insérer des faibles, c'est que nous n'aimons pas notre pays, au fait. Ce que le chef de l'État dit, je pense que c'est une manière de réveiller ce qui dort. Pour ça, je ne vois pas comment, même si il a l'autorité sur ça, mais lorsqu'il est dit, il faut encourager. Et la preuve, c'est que vous avez vu, aussitôt qu'il a dit, bah, d'autres ont commencé à chercher à poser d'autres actes. Même le cas Matata ici. Il dormait, il a fallu que le chef de l'État le dise pour que les choses changent. Ce cas ici dormait. Une certaine complicité. Donc. Ah, voilà. Monsieur Pascal, l'émission est terminée. S'il faut un mot au chef de l'État par rapport à sa communication dans quelques mois avant les élections, quel direz-vous? Il connaît bien la presse congolaise. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a été avec la presse congolaise. Et la presse a beaucoup travaillé pour lui. Il a ces stratégies de l'opposition d'hier là qu'il peut appliquer aujourd'hui et voir les choses changer très facilement. Que le chef se regarde dans sa cellule de communication. Combien de journalistes aguerris, journalistes politiques connus sont là-bas? Il n'y en a pas. S'il y a des journalistes, mais ils ne sont pas connus politiquement. Où vous allez ailleurs, vous les citez, et puis les gens les reconnaissent très facilement. C'est cela, la vraie réalité, parce que on ne peut bien parler que ce qu'on connaît normalement. Vous pouvez avoir une belle expression. Vous pouvez maîtriser la théorie journalistique. Mais si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement du système politique de notre pays, si vous ne maîtrisez pas l'agir des acteurs politiques de notre pays, vous ne saurez pas ajuster votre agir. Vous ne saurez pas conseiller le chef. Vous ne saurez pas orienter vos actions. Parce que vous allez croire que la conception théorique que vous avez va résoudre tous les problèmes. Non. Ici, c'est savoir comprendre comment les acteurs agissent et vous ajustez maintenant votre communication par rapport aux postures que prennent les acteurs politiques. À ce moment-là, la guerre sera intéressante et sinon bénéfique pour le chef de l'État parce que vous l'aurez aidé contre ses adversaires politiques. L'émission Lecture Politique est terminée. Vous avez toutes vos questions, suggestions, remarques. Il y a un numéro en bas. Appelez-nous, écrivez-nous, nous vous répondrons en temps réel. Mais il faut rappeler que demain nous allons revenir parce que l'opposition intervient sur une question électorale. Et nous aurons le point de vue de l'opposition. Nous aurons également le point de vue, sinon la suite de l'interpellation de Matata Pogno par le procureur général de la Cour constitutionnelle. Et nous allons revenir demain en détail sur ces deux points. Rendez-vous pris, chers téléspectateurs, internautes. Nous vous disons merci. La fois prochaine, avec un autre numéro, autre invité. Mais c'est Pascal sera toujours là pour nous répondre. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.